Bonjour à tous. C'est un robot qui a réussi son effet au CES de Las Vegas, ce grand show de la tech mondiale. Je vous propose de le découvrir en ouverture de cette édition. Et puis le sujet de débat aujourd'hui tournera autour du secteur du jeu vidéo. Comment peut-il se mettre à jour en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre? Comment peut-on revoir sa consommation énergétique? C'est quand même un des secteurs les plus gourmands aujourd'hui dans le numérique. Deuxième partie de Smart Tech, j'y crois à Fido 2 qui deviendra sans doute un pilier de la sécurité. C'est un nouveau moyen de s'authentifier. On en parle avec Hervé Lejoin dans sa chronique. Et on terminera par notre regard sur où va le web, comme tous les jours dans Smart Tech. Mais d'abord, donc un robot pour lutter contre les fuites d'eau, c'est l'interview dans Smart Tech. Le grand sujet de Smart Tech aujourd'hui tourne autour de la sobriété numérique. Cette fois, on va regarder ce qui se passe, qu'on peut faire du côté du gaming, du secteur du jeu vidéo. Pour en parler, Benjamin Devienne, vous êtes le cofondateur de Jam. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez pouvoir discuter de ce sujet avec Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. Merci. Bonjour. Et bonjour également. Je vous propose qu'on découvre d'abord un de ces robots qui a vraiment fait le show à Las Vegas cette année. Alors, c'est pas forcément un des robots les plus sexy qu'on ait jamais vu, mais en revanche, il s'occupe de prendre soin de nos réseaux d'eau potable et on sait combien c'est important. On va en parler avec Jean-François Guidardoni qui est à distance avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé d'Aqua Robotics, donc entreprise française créée en 2018 pour apporter des solutions contre les fuites d'eau, mais aussi la déperdition d'eau potable. On sait que c'est un enjeu majeur, ça on va y revenir. Pour votre première participation au CES de Las Vegas, ça a été quand même un gros succès, 3 awards, je crois que vous avez reçu. Également le Best Innovation dans la catégorie Smart Cities. Donc votre innovation, c'est un robot qui va plonger dans des canalisations pour aller un peu les ausculter, en faire le diagnostic. Et ça permet surtout d'accéder à ces tuyaux là qui sont enfouis sous terre et qui ne sont pas forcément très facilement accessibles. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce robot, déjà, à quoi il ressemble? Oui, tout à fait. Alors, le robot, en fait, c'est ce qu'on appellerait dans le monde de la robotique un crawler, c'est-à-dire un robot qui va s'appuyer sur les côtés de la canalisation et qui va évoluer en fait un peu comme une chenille avec des bras avant, des bras arrière, et le centre du robot va s'avancer, va en fait se détendre. Bah là, on le voit en photo. Alors, il a l'air un peu inflexible sur l'image, mais en fait, il peut passer des coudes jusqu'à 90 degrés. Donc, il résiste à beaucoup de contraintes à l'intérieur de la canalisation. C'est une des clés, hein. C'est un environnement compliqué. L'idée, c'est d'aller en eau et en pression, parce qu'une des clés pour pouvoir ausculter un réseau d'eau potable, c'est de pouvoir intervenir sans interrompre la distribution sur le réseau. Et puis derrière aussi, voilà, donc il y a des coudes, il y a des pièces hydrauliques, c'est-à-dire des vannes, il y a plein de choses qu'on va rencontrer. Donc il faut que le robot soit pensé pour aller évoluer et dépasser un petit peu toutes ces contraintes pour pouvoir réaliser une mission. Alors là, on ne se rend pas bien compte de la dimension. Il peut passer dans tout type de canalisation. Non, il est fait en fait pour ce qu'on appelle les réseaux d'adduction. Les réseaux d'adduction, c'est des réseaux, on va dire, qui partent de diamètre de l'ordre de 20 cm de diamètre et au-dessus. Donc c'est quand même des réseaux de taille importante pour le domaine de l'eau potable. C'est ceux en fait qui amènent d'une usine de traitement jusqu'à une ville ou un quartier. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle des réseaux stratégiques. Le robot, il fait à peu près 90 cm de long. Et il fait environ 11 cm, le corps principal fait à peu près 11 cm de diamètre. Là, effectivement, on voyait quelques images du prototype, qui n'est pas la machine qu'on a maintenant, qui est la première machine qu'on avait réalisée, avec laquelle on avait fait une première mission à la Régie des eaux de Bastia. Et donc, on a maintenant une machine de pré-série, qui est celle, en fait, qui est toute proche d'être commercialisée, si vous voulez, voilà, qui peut résister aux contraintes dans l'eau en termes de pression, en termes d'écoulement, et donc intervenir, pouvoir aller réaliser de premières missions pilotes dans 90% des canalisations françaises. Alors, canalisation d'adduction s'entend, hein, comme je vous avais décrit. Bon, alors, l'eau potable, c'est un enjeu majeur. Quel est le niveau de déperdition aujourd'hui qui est lié justement au manque de suivi, je dirais, de la qualité de ces canalisations? Alors, en France, on a un taux de déperdition qui est de l'ordre de 20%.
Ouais. qui est en grande partie due à l'obsolescence des réseaux, c'est-à-dire au fait qu'on a des canalisations usées et donc qui laissent passer en fait de l'eau. Après, on a aussi des fois ce qu'on appelle des branchements sauvages, c'est-à-dire des branchements illégaux, mais on estime que la majeure partie de ces pertes sont liées donc à la, quali- à la, mau- à la mauvaise qualité à l'état du réseau, si vous voulez. Et en France, on est plutôt des bons élèves, hein. À part quelques pays scandinaves, la plupart des autres pays qui ont des réseaux un petit peu équivalents font moins bien que nous. Au Royaume-Uni, on est de l'ordre de 25%. Aux États-Unis, 25 à 28% de pertes. Si vous allez en Italie, on atteint des pertes jusqu'à de l'ordre de 40%. Donc on est quand même sur quelque chose, ça nous paraît massif. En France, c'est 20%, et c'est déjà C'est un volume massif, ouais. important. Ouais. Mais voilà, on peut faire pire et bien pire. Donc il y a un vrai sujet, surtout actuellement. Bon, Parce que on le voit tous avec aujourd'hui, ouais, si on n'a pas recours à un robot pour aller dans ces canalisations là où personne d'autre peut se rendre, comment on procède? Alors, nous, on n'entend pas être la seule solution salvatrice pour le réseau. On est un des éléments qui va aider à améliorer la performance. Les premières étapes qu'on va réaliser en général dans un réseau, c'est la recherche de fuite. Ce que nous, souvent, on nous assimile à un robot qui traque les fuites. En fait, non. Nous, on va analyser l'état de la canalisation. On va intervenir avant la fuite. Mais dans un premier temps, beaucoup de services commencent à rechercher les fuites. Il y a de plus en plus de technologies maintenant pour la recherche de fuite, de l'acoustique, c'est-à-dire on entend le bruit de la fuite en, en mettant ce qu'on appelle des loggers sur la canalisation. Et puis il y a d'autres solutions. Donc ça, c'est une des sources. Par contre, pour l'analyse d'état, c'est-à-dire ce qui est un petit peu le niveau d'après, une fois qu'on a cherché les fuites, il faut intervenir en amont de la fuite. Là, il n'y a quasiment rien en fait. Il y a quelques outils qui sont ce qu'on appelle des capteurs passifs. On envoie quelque chose porté par le courant dans la canalisation et puis qui, bon an, mal an, essaie de capter des choses avec on lui colle des capteurs et il essaie d'embarquer des choses. Mais ces machines-là, elles sont portées par le courant, elles ne sont pas maîtres de leur déplacement. Donc ça limite beaucoup en fait les données qu'on peut aller ramener. Ouais, Et à c'est-à-dire ce qu'en niveau-là, général, on s'aperçoit trop tard du niveau d'érosion ou de fatigue de la canalisation. Quelles sont les données justement que collecte votre robot? alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le visuel, parce qu'avec le visuel, on va déjà récupérer des choses. Alors, et je parle de visuel haute définition, parce que les défauts qu'on va avoir dans une canalisation d'eau potable à l'intérieur, c'est des choses fines comme des micro-fissures dans le mortier quand il y a du mortier à l'intérieur, des défauts de joints. Les défauts de joints génèrent pas mal de fuites, de la rouille quand la canalisation est complètement en métal. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on va aller aussi, par contre, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir, par exemple, des capteurs pour mesurer l'épaisseur résiduelle de la canalisation. Quelle épaisseur la canalisation a éventuellement perdu, parce qu'au bout d'une certaine épaisseur, elle devient vraiment fragile. Et quand on fait ça, en même temps, ces capteurs mesurent aussi la corrosion externe de la canalisation. Et puis le troisième élément, ça va être des choses comme l'ovalisation, par exemple. Vous savez que des canalisations qui vont passer sous des endroits où il y a beaucoup de trafic, des autoroutes, souvent, où voilà, il y a beaucoup de perturbations au-dessus, la canalisation va s'appuyer en fait et va perdre sa rondeur, et ça c'est une source de casse proche, si vous voulez. Donc on va mesurer les distances, on va calculer si la canalisation est toujours bien arrondie ou si elle est devenue un peu ovale. Et alors, quel est son niveau d'autonomie? Déjà dans le déplacement, ça veut dire qu'il est préprogrammé, comment il se déplace, ou est-ce qu'il est piloté à distance? Et son autonomie d'énergie aussi, parce qu'on part sur quelle distance, quel trajet? Alors oui, c'est les éléments, c'est un challenge parce qu'on voit beaucoup la partie mécanique du robot. On a 2 brevets sur ce robot, sur le côté, on va dire, mécanique, mais il y a autant d'informatique et d'électronique que de mécanique. Et effectivement, tout est embarqué puisqu'on capte rien, Mais il on est n'a pas bien. de contact avec l'extérieur, hein. Le robot, il est sous terre dans une canalisation en métal et dans l'eau. Donc vous imaginez bien que voilà, il y a pas de connexion, il y a pas de Wi-Fi, il y a pas de GPS non plus. Donc, toute l'électronique embarquée permet de donner un programme de mission au robot. On lui dit la distance qu'il va parcourir, on lui dit les données qu'il va aller récupérer avec quelle fréquence, et on lui donne aussi des éléments de risque. On lui dit, voilà, si la canalisation, elle perd du diamètre parce qu'il y a de la corrosion, parce qu'il y a des problématiques qu'on n'a pas envisagées, et que tu n'es pas capable de passer, tu t'arrêtes, tu reviens en arrière et tu annules la mission, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'électronique et d'informatique, de logiciels qu'on a développés en interne d'ailleurs, hein, embarqués pour tous ces éléments-là. Ça lui donne pour l'instant une autonomie, parce qu'effectivement, il y a la question énergétique.
pour l'instant, on est capable de parcourir en termes de vitesse à peu près 2 km jour. On a à peu près cette autonomie de faire 1,5 à 2 km en autonomie énergétique. Cette autonomie, elle va pouvoir énormément varier en fait, suivant le nombre de données qu'on va demander au robot de récupérer, la fréquence. Si on prend une image tous les 10 cm ou tous les 50 cm, ça va changer la consommation qu'on a. Donc, suivant la nature de la mission aussi, c'est cette distance et cette autonomie, elle va vraiment énormément varier. Après, on a des solutions pour pouvoir recharger la machine également en cours de mission, avec des systèmes d'induction, puisque je vous disais que la canalisation est enterrée, mais on a quand même sur le parcours des fois des regards, des accès. Donc, on va utiliser en fait ces accès pour avoir des genres de stations de recharge, si vous voulez. Et comment vous vous assurez, parce que là vous dites, si la canalisation est trop endommagée, on lui dit de faire marche arrière, comment vous assurez que justement le robot risque pas lui-même de provoquer des dégâts? Alors là, c'est bien, vous avez la question que 100% des responsables d'exploitation des services de l'eau nous posent quand on les rencontre. L'idée, en fait, elle est de limiter les situations possibles où on va avoir vraiment un robot bloqué. Donc, on a travaillé, en fait, donc, au niveau informatique, au niveau logiciel, comme je vous ai dit, il y a une gestion du risque. Donc, si par exemple, le robot voit une vanne qui n'était pas prévue et qui ne peut pas passer, il va pouvoir revenir en arrière. S'il y a des défauts, réduction de diamètre, voilà, il va pouvoir revenir en arrière. Ensuite, on a prévu un système aussi quand même de fil d'Ariane, c'est-à-dire qu'il va avoir un système en fait avec de poulies embarquées de fil qui va lui permettre d'être remonté en cas de problème, en cas de blocage qui risque plutôt d'être électronique qu'autre chose. Aucun risque pour la qualité de l'eau aussi? Puisqu'on parle quand même de canalisation d'eau potable. Oui. C'est aussi une des questions qu'on a, qui est une question importante. Et le robot, s'il a été fait comme vous l'avez vu sur les images, et son déplacement, s'il est conçu comme ça, c'est pour créer le minimum de perturbations dans le réseau. Parce que c'est un sujet important. Il n'y a pas que le sujet d'aller pouvoir récupérer de la donnée, c'est aussi de pouvoir créer une perturbation minimum dans le réseau. Donc le fait d'avancer comme ça, comme une chenille, si vous voulez, ça crée vraiment très peu de perturbations. Et puis, en termes de ce qu'on appelle le sanitaire, en fait, la conformité sanitaire, nous, on a travaillé tout de suite, en fait, avec des matériaux qui sont en conformité avec les réglementations européennes pour cette conformité sanitaire, pour pouvoir le mettre dans l'eau. C'est-à-dire tous les éléments qui sont en contact avec l'eau au niveau du robot sont des éléments qui sont conformes. Ce qui veut dire que voilà, on n'a pas encore demandé l'agrément parce que l'appareil de pré-série, on doit d'abord un petit peu le tester avant de finir, mais on a déjà prévu avec un des laboratoires en France qui fait ces tests de conformité, d'aller finaliser la conformité. Merci Jean-François Guidardoni, donc de Aqua Robotics. Là, on est face au génie français en matière de robotique. C'est toujours très impressionnant. Merci beaucoup. On continue notre discussion dans Smart Tech. Cette fois, on va s'intéresser à la consommation énergétique du jeu vidéo. Sobriété énergétique, comment l'industrie du gaming peut-elle y parvenir? Pour en parler, Benjamin Devienne est en plateau avec nous aujourd'hui, cofondateur de Jam, plateforme de rétro gaming, mais vous allez me dire pas seulement, vous allez m'expliquer ça, qui permet de jouer depuis son navigateur, il n'y a aucun téléchargement nécessaire. Vous nous dites que c'est une technologie low-tech? C'est une technologie low-tech. Alors, Jam, ça a été créé il y a 2 ans et demi. Effectivement, on a commencé par le rétro gaming. Maintenant, on s'ouvre à plus de genres de jeux, avec notamment beaucoup de ce qu'on appelle du couch gaming, donc des jeux multijoueurs pour jouer avec d'autres personnes en même temps. On est low-tech parce qu'on utilise une technologie qui utilise 15 fois moins de bandes passantes qu'une technologie qu'on appelle de pixel streaming, donc de cloud streaming traditionnel. Et avec vous en plateau dans Smart Tech aujourd'hui, Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. Fournissez-vous des solutions de cloud gaming en marque blanche aux opérateurs de télécom mais aussi aux éditeurs de jeux vidéo. Et alors vous nous parlez d'une technologie de très haute performance. Alors oui, on a créé GameStream il y a 5 ans. Nous, on fournit donc effectivement des services de cloud gaming aux opérateurs télécoms, aux éditeurs de jeux et également au groupe d'Oten. Et on est davantage tourné vers, on va dire, du contenu de type console. On est davantage tourné vers des abonnements de type un petit peu à la Netflix, c'est-à-dire qu'on va payer environ 10 € par mois et on va pouvoir jouer à 200-300 jeux, pouvoir y jouer en multijoueur, enfin remplacer un petit peu la console dans les foyers.
Donc ça permet d'avoir deux regards un peu différents, mais en tout cas avec des approches nouvelles dans cette industrie du jeu sur la question de la sobriété énergétique. C'est un des secteurs, je pense, les plus gourmands en énergie. On peut dire qu'on est d'accord là-dessus, hein, dans le domaine du numérique. Non. Ah. Ça dépend des pays, en fait, je pense. Ouais. Il faut voir que le numérique, si on regarde la part dans le monde, c'est à peu près 4% des émissions de CO2. Ouais. Mais en France, on a la particularité de n'avoir que 2% des émissions de CO2. C'est un rapport du Sénat, c'est le rapport 555. Et c'est lié à quoi? Alors, c'est lié à notre performance énergétique. Quand on produit 1 kilowatt d'énergie, on est beaucoup plus propre que, par exemple, nos confrères allemands. C'est lié au allemands. nucléaire, en fait. Alors, c'est pas... Parce que là, vous me parlez en émissions c'est ça, en émissions CO2, on ouais. est plus propre. C'est pas simplement lié au nucléaire, c'est aussi aux autres énergies renouvelables. Ouais. Mais si on nous compare à l'Allemagne, on est 10 fois plus efficace ou 10 fois plus propre pour produire 1 kilowatt d'énergie. Donc propre, mais quand même consommateur, quand même énergivore. Je ne sais pas si je regarde ne serait-ce que les matériels pour jouer. On a des consoles de poche, des consoles de salon, on a des PC qui sont quand même assez impressionnants. On a le mobile avec lequel on joue de plus en plus. Les compétitions d'e-sport qui deviennent stratégiques même en France. Donc on est dans un secteur en plus qui est vraiment en pleine croissance. Hein, et on nous dit que c'est une croissance qui va perdurer, s'installer. Donc est-ce qu'il est possible de s'inscrire dans ce cadre, dans une politique de sobriété énergétique, selon vous? Alors, justement, c'est très bien que vous parlez des consoles, parce que dans les derniers rapports qui ont été produits, on a analysé que pour produire un PC qui fait environ 2 kg, donc un petit PC portable, Ouais. il faut 558 kg de matières premières. 558 kg pour produire un PC qui fait environ 2 kg, ce qui est absolument énorme. Ouais. L'avantage justement des solutions de cloud gaming que Benjamin ou que nous proposons, c'est justement de mutualiser complètement au niveau du hardware. Donc on n'a pas besoin d'acheter une console en particulier. On peut directement utiliser la petite set-top box qui est sous la télévision, ou son PC, ou son téléphone, ou sa tablette ou autre, et on peut directement jouer avec. Donc on a tout ce matériel à produire en moins. Parce que la puissance est déportée, c'est ça, dans le cloud. La puissance est déportée et on peut utiliser n'importe quel type de plateforme existant. Ouais. Ce qui est très important dans les pays occidentaux, mais pensez surtout à tous les pays en voie de développement, tous les pays qui sont les pays émergents sur lesquels on est présent, GameStream, et sur lesquels justement, directement, on crée des usages vers des plateformes existantes, avec donc une population qui n'a pas besoin de s'acheter tout ce hardware qui, en fait, finalement, finit un jour ou l'autre sur un monticule de ramassis électronique. Lutter contre le multi-équipement, et cet équipement, effectivement, qui parfois dort dans des placards. Ouais. Je pense que c'est important, en fait, cette précision-là, parce que quand on regarde les proportions de pollution, notamment en termes d'émissions de CO2, 80% des, par exemple, 2% de pollution numérique dont je parlais en France en termes d'émissions de CO2, 80%, ça vient des terminaux, c'est-à-dire les équipements, les ordinateurs, et de l'utilisation électrique de ces terminaux-là. Mais si on se regarde le réseau et les data centers, c'est à peu près 15%, et le réseau, c'est simplement 5% de cette équation-là. Donc on a beaucoup plus à gagner à limiter le nombre de terminaux qu'à limiter le réseau pour le moment. Oui, mais alors si on bascule tous en cloud gaming, est-ce qu'on ne va pas augmenter cette part, justement, qui revient au data center et au réseau ? Alors justement, de ce côté-là, je dirais que c'est tout l'avantage de la mutualisation. Vous savez que quand vous jouez aujourd'hui à un jeu console en particulier, au moment où vous voulez jouer, vous avez rapidement entre un quart d'heure et 20 minutes d'upgrade du jeu, avec des datas, ça peut atteindre jusqu'à 1 giga de data, voire un peu plus, qui vont se mettre à jour par utilisateur. Ouais. Donc si jamais vous avez 1 million de personnes qui veulent jouer au jeu, vous avez 1 million de personnes qui vont télécharger 1 giga d'update. Et les updates sont très fréquents, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la culture des éditeurs, des développeurs de jeux, ils n'ont pas encore vraiment rentré, ils n'ont pas vraiment complètement intégré cette culture, justement, d'essayer de minimiser les upgrades pour des raisons écologiques. C'est juste la beauté du jeu qui compte le plus, donc ils ne sont pas encore rentrés dans cette phase-là. Et l'avantage justement de la mutualisation, c'est que quand on est sur des serveurs comme ceux qu'on utilise, aussi bien chez Jam que chez GameStream, ben, on n'a pas besoin de faire un upgrade par utilisateur. On en a besoin en fait de 400 fois moins. Parce que nous, sur un serveur, on peut avoir 400 abonnés qui vont jouer sur le serveur, avec des moments différents, des pics différents, mais en grosso modo, on réduit de 400 la part donc d'usage, de consommation, de création carbone liée à tout ce qui est upgrade. Oui, mais enfin, plus vous avez d'utilisateurs qui vont se connecter sur vos serveurs, sur votre réseau, plus vous allez avoir besoin vous-même de production d'énergie.
Alors après, ça dépend de notre capacité à résoudre des problèmes. Quand on regarde le problème des Sur quoi terminaux, on peut intervenir, ouais. sur l'énergie, c'est un problème qui est entre guillemets plus facile et plus accepté dans notre société de pouvoir faire une transition, que ce soit vers des solutions durables, les éoliennes, vers le nucléaire, même s'il y a un peu plus de débat dessus, que par exemple trouver des nouveaux matériaux pour faire des nouveaux ordinateurs qui vont consommer moins. On se rend compte que pour faire 1 gramme de téléphone, faut 80 fois plus, ça pollue 80 fois plus en fait que faire 1 gramme de voiture. Donc c'est un problème qui est très difficile à résoudre et c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur ce qu'on sait résoudre, à savoir le réseau et la transition des données. Alors, si je regarde du côté du matériel, puisque vous me dites que c'est quand même le point important, on a une annonce de Microsoft qui nous dit, ça y est, on a sorti la première console plus sobre, plus consciente de son impact environnemental, la nouvelle Xbox. Donc c'est possible aussi de travailler sur le matériel pour jouer. Oui, c'est tout à fait possible. Et Microsoft, d'ailleurs, bien sûr, est pionnier dans tout ce qui est, bien sûr, également environnemental. Et c'est très intéressant. Entre autres, Microsoft et Facebook utilisent également ce qu'on appelle des serveurs OCP, Open Compute. C'est une autre façon de créer des serveurs qui va consommer beaucoup moins d'énergie pour les pour le refroidissement. Et nous, on s'est justement inspiré de ce qu'ils faisaient dans tout ce qu'on crée aujourd'hui en Indonésie. Donc aujourd'hui, on a des serveurs en Indonésie. On a 2 data centers qui tournent uniquement avec justement des solutions OCP. Moins cher également, beaucoup moins énergivore. Cela dit... Et qui ne consomment pas trop d'eau ? Ah non, qui ne consomment pas d'eau en l'occurrence. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Ça, c'est prochain. Ça, c'est vraiment le prochain stade pour nous. C'est des serveurs en bain d'huile, plus que dans de l'eau. Des bains d'huile, parce que l'huile permet donc de refroidir beaucoup plus naturellement finalement les cartes, les GPU. Et on a un actionnaire de série ici qui est spécialisé justement dans ce genre de solution. C'est un bon point. L'autre point aussi qu'il faut souligner, c'est les cycles des consoles. Par exemple, quand on pense à un téléphone, on renouvelle son téléphone tous les 1-2 ans, si on est un peu technophile. Une console, les cycles de vie, c'est entre 5 et 7 ans. Donc c'est aussi par design aussi des consoles dont l'obsolescence est programmée à plus long terme, et ça, c'est un point ultra important. Faire du matériel plus durable. Mais cela dit, si je peux revenir dessus, aujourd'hui, 38% des émissions carbone viennent de la production des équipements, 37% viennent de tout ce qui est utilisation des équipements, et la solution de Microsoft ne résout toujours pas ça. Tant qu'on n'est pas à la mutualisation grâce à du cloud, finalement, on est toujours sur les vieilles méthodes et on n'a pas vraiment changé la donne. Dans le cloud, vous stockez aussi les jeux, les données, tout ça, c'est quand même, ça demande des puissances de calcul et ça demande beaucoup d'énergie également. Oui, on les mutualise. Encore une fois, c'est un serveur permet à 400 personnes de pouvoir jouer à tout leur jeu. Donc on mutualise en fait pour 400 personnes directement par serveur. Est-ce que chez vous, vous parlez de cloud gaming ? Alors on a du cloud gaming, mais c'est une technologie qui s'appelle le GL Common Streaming. Alors c'est un nom un peu barbare pour dire quelque chose qui est assez simple. En gros, quand vous faites tourner un jeu, vous avez 2 moteurs. Vous avez un moteur qu'on appelle le processeur, qui fait des calculs un peu généraux, et le moteur qu'on appelle la carte graphique, qui affiche les polygones 3D, qui affiche un peu les graphismes de votre jeu. Nous, ce qu'on a été capable de faire, c'est séparer les deux. On garde dans nos serveurs à moindre coût le processeur, qui fait des calculs simples et qui prépare le jeu, et on l'envoie sur le client, c'est-à-dire un téléphone, une télévision, un ordinateur, et on demande au client, avec son propre équipement, de faire la fin des calculs. Donc on partage les calculs entre 2 unités, et ça permet d'envoyer beaucoup moins de données à travers le réseau et d'être beaucoup plus économique. D'accord. Et le fait que vous présentiez cette solution comme une solution low-tech, est-ce que low-tech, ça veut forcément dire low énergie ? Alors ça veut 15 fois moins de bande passante. Physiquement, on utilise 15 fois moins d'énergie pour envoyer de la donnée, effectivement. Mais ce n'est pas systématique, l'association des deux ? Non, ça demande beaucoup de travail, effectivement, beaucoup d'expérience, des bons ingénieurs. Par exemple, on sait aujourd'hui streamer des jeux qui ont 1080p, donc très bonne définition, à partir d'environ 6 mégas de bande passante, ce qui est relativement faible également. Oui. Mais donc, c'est un vrai enjeu. Surtout qu'avec la 5G, les usages vont être de plus en plus nombreux. Il y aura beaucoup plus de consommation. Il y a des enjeux quand même autour du cloud gaming, parce qu'on est d'accord, j'imagine, vous n'allez pas me dire le contraire, mais le cloud gaming, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui s'installe et qui va prendre de plus en plus d'importance. On peut se dire que c'est quand même le futur du jeu, a priori. En tout cas, ce sont des modèles qui fonctionnent bien, mais qui vont quand même poser ces questions de consommation énergétique. Quels seront ces enjeux spécifiques ?
Alors, effectivement, déjà, en termes de croissance, c'est 40% de CAGR, donc de croissance annuelle, c'est spectaculaire, c'est le plus gros dans le jeu vidéo. C'est aussi un secteur qui est difficile. On voit par exemple Google Stadia a dû mettre les clés sous la porte avec son service il y a peut-être 1 mois de ça, 2 mois de ça. Oui. C'est un secteur qui est compliqué par son modèle économique. On ne sait pas encore faire très très bien, on va dire, un modèle où on arrive à rentrer dans les coûts. C'est encore une technologie qui coûte très cher. On voit aussi le coût des matériaux, notamment sur la 3D. Et je pense que ça affecte tous les acteurs de ce secteur-là. C'est difficile économiquement, mais on voit qu'on arrive de plus en plus avec des optimisations, comme parlé du côté de GameStream, ou des technologies un peu différentes comme la nôtre, qui ne peut pas se faire sur tous les jeux. Par exemple, notre technologie ne peut pas être compatible avec les jeux les plus récents qui vont être simplement diffusables sur des technologies de pixel streaming. Donc les enjeux, ça va être rencontrer la demande des consommateurs avec un produit qui s'ajuste à leurs besoins tout en pouvant respecter un contexte économique favorable à pouvoir faire de l'argent. Pas finalement en donner forcément trop pour ceux qui ne sont pas... Enfin, en tout cas, il y a des jeux qui ne nécessitent pas forcément la même débauche d'énergie. C'est ça que vous C'est exactement dites. ça. Ouais. Du côté des joueurs aussi, est-ce qu'ils peuvent faire des efforts ? La digitalisation, par exemple un Blu-ray, ça consomme 10 fois plus d'énergie que de télécharger simplement une version digitale. Donc n'achetez pas vos jeux en physique, achetez-les en digital, c'est déjà un bel effort et ça aide. Ouais. Pas multiplier les consoles, on l'a dit aussi. Oui, en fait, moi, je ne sais pas si les joueurs, ils ont quand même entre 7 ans et 77 ans. Ouais. Je ne suis pas très sûr que les joueurs, on puisse leur demander des efforts. Je pense que ce n'est pas encore rentré dans la culture du gamer. Par contre, on peut, en amont, trouver les bonnes solutions et leur proposer des bonnes solutions qui permettent justement de créer ces économies. Mais c'est ce qu'on fait avec la mutualisation, avec le fait qu'on n'ait pas besoin d'acheter de hardware, c'est exactement ça. On peut les inciter. Justement, le modèle économique, parce que vous nous expliquez, Benjamin, que ce n'était pas aujourd'hui un modèle économique si simple à trouver autour du cloud gaming. Cette conscience énergétique, environnementale, ça peut permettre de développer des nouveaux business models aussi, peut-être d'attirer davantage d'investisseurs, non ? Alors ça, oui. Et en fait, c'est vrai que si on prend tout l'environnement dont on parle, encore une fois, le gamer, je ne suis pas encore certain qu'on puisse vraiment l'éduquer à ce genre de choses. Par contre, les groupes télécoms aujourd'hui avec qui on travaille nous demandent de nous engager à réduire de 5% par an nos dépenses énergétiques, ce qu'on fait, et on fait des bilans carbone avec eux, ça c'est très important. Et les éditeurs et les développeurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler avec eux, je pense qu'il faut les familiariser avec ce genre de problématiques pour qu'eux-mêmes réduisent effectivement la demande énergétique des jeux qu'ils vont produire. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont plus sensibles à ce genre de choses que d'autres. Et ça, vous l'entendez, vous le voyez, justement, avec votre proposition low-tech, vous avez l'impression que ça attire davantage aujourd'hui les investisseurs ? Pas nécessairement. Je ne pense pas que du côté des investisseurs, en tout cas, j'ai reçu un écho particulier. Ouais. Alors après, c'est certain qu'il y a certains investisseurs, notamment nos investisseurs français, sont un peu plus sensibles à ça, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Mais ce que ça permet de faire, c'est aussi d'accéder, quand on est un peu plus low-tech, à des territoires qui sont un peu plus difficiles d'accès. Il faut savoir que même s'il y a 5 millions de personnes aujourd'hui qui ont Internet, tout le monde n'a pas un Internet suffisant pour avoir des débits permettant de passer des jeux ou des résolutions très importantes. Et je pense que ce défi... Là, on a besoin, avec une connexion ADSL, ça suffit, par exemple ? Même une connexion 4G, ça va suffire. Un peu faiblarde sur, en tout cas, notre technologie à nous et sur la typologie de jeu que l'on a. Ça va être plus simple d'accès, notamment. On est très, très fort au Brésil, en Inde, en Asie du Sud-Est. Donc ça, ce sont des marchés à développer. Marchés à développer, des marchés très intéressants et où ce modèle de streaming marche parce que, comme le disait Yvan, il y a toujours une problématique de terminaux et de renouvellement des terminaux là-bas qui n'est pas aussi rapide qu'on peut l'avoir dans certains pays, notamment européens ou américains. Comment vous voyez se développer ce business autour du cloud gaming ? Nous, en fait, on se rend compte qu'on a deux pôles avec deux types d'accélération différentes. On est très présent dans les pays émergents, donc avec entre autres l'Indonésie, avec l'Inde qu'on est en train de lancer, avec Jio Reliance, 440 millions d'abonnés qui vont pouvoir s'abonner à notre service. On est en train de voir également ce qu'on peut faire en Afrique de l'Ouest. Donc là, on démocratise, on mutualise, et puis finalement on remplace le besoin de consoles grâce à une mutualisation générale. C'est très bien parce qu'on opère du coup aussi notre rôle de remplacer en fait ce besoin de création de consoles. Et à côté de ça, il y a des pays développés, les pays occidentaux qui eux ont déjà des consoles, des bases très installées et où là
on est en train de compléter un petit peu le paysage, justement, en apportant également un service différent, complémentaire des consoles. Mais le sujet green, pour l'instant, ne fait pas partie des argumentaires, en tout cas je ne l'entends pas dans vos réponses, importants. On est loin du greenwashing finalement encore dans le jeu vidéo. Hein. Je pense que c'est pas une question d'argumentaire, en fait, ça fait partie de notre survie tout simplement parce qu'on est dans le business de transformer de l'énergie en un produit. Ouais. C'est typiquement ça qu'on fait. Donc pour nous, toutes les économies d'énergie, tous les gestes entre guillemets verts qu'on peut faire, ça a une répercussion économique positive dans notre modèle. Donc on est dans un système assez vertueux pour avoir nos objectifs qui sont alignés avec ces objectifs entre guillemets écologiques. Et est-ce qu'on est sûr que c'est le cas dans le cloud gaming ? Bah, en tout cas, nous, on essaie de motiver nos équipes. Le cloud gaming, le pixel gaming, comme vous dites, c'est ça ? Le streaming. Ben, on parle de ça avec nos équipes. Quand on fait des recrutements, je pense qu'on parle également de toutes les valeurs qu'on peut avoir. C'est tout l'intérêt des startups comme Jam et comme GameStream. Et on parle avec eux justement de ce qu'on peut faire en termes de démocratisation, mais également en termes d'environnement. Ils sont très sensibles à ça lors des recrutements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est davantage sur un marché qui est en pleine explosion, 40% par an, comme disait Benjamin, et où on est plutôt en train de prouver aujourd'hui la validité des modèles économiques. Demain, pas après-demain, demain, on pourra, je pense, s'attaquer beaucoup plus fortement à ces questions-là qui nous tiennent extrêmement à cœur. Eh ben, si on a un acteur comme Microsoft qui commence à communiquer sur ce sujet, je pense que ça ne va faire que aider la profession à en prendre conscience. Merci beaucoup à tous les deux, Benjamin Devienne de Jam et Yvan Lebeau de GameStream. On part en petite pause et juste après on se retrouve pour parler d'un nouveau standard, sans doute dans la manière dont on va s'authentifier sur Internet. Vous êtes donc de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission sur le numérique et l'innovation. Sont restés avec moi en plateau pour cette deuxième partie de l'émission Benjamin Devienne, cofondateur de Jam, et Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. On a parlé ensemble de la manière dont on pouvait travailler cette question énergétique autour du jeu vidéo. Et maintenant, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Hervé Lejoin, fondateur d'Advisory. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Vous vous intéressez à ces questions de protection des données personnelles depuis longtemps. Et cette protection, c'est une question de sécurité, de cybersécurité. Et aujourd'hui, vous nous dites, moi j'y crois, à FIDO2, qui va devenir sans doute le prochain standard d'authentification. On va réexpliquer, si vous voulez bien, Hervé, de quoi on parle, FIDO2 ? Oui, alors en premier lieu, je tiens à mentionner que FIDO2 n'est pas la nouvelle norme et la nouvelle version de la pâtée pour chien. Bon, ça c'était un petit aparté. Et plus sérieusement, FIDO2 signifie Fast Identity Online, en français, identification rapide en ligne. C'est un ensemble de protocoles en fait d'authentification qui vise à sécuriser à la fois la confidentialité de l'utilisateur et supprimer les mots de passe à terme. Et ça, c'est vraiment la chose importante. Et à l'image du W3C, en fait, en 2013, l'alliance FIDO a été créée. Elle regroupe des grands acteurs internationaux comme Apple, Google, Microsoft, et puis le français Thales, mais aussi NTT Docomo. Et elle a plus de 250 membres. Donc vraiment, le but, c'est de supprimer ces mots de passe qui sont à l'origine. Alors là, il y a quelques données qui sont sur leur site, de 80% des vols de données. Donc ça, c'est énorme dans le monde. On sait que plus de 51% des mots de passe sont réutilisés aussi. Un tiers des achats en ligne sont abandonnés parce que les mots de passe sont oubliés. Et le coût de moyen de support, vous savez, les gens appellent surtout au niveau des banques, le coût de moyen de support, en fait, pour réinitialiser un mot de passe est évalué à $70. Donc, il n'y a que des contraintes aujourd'hui sur les mots de passe, certainement en termes de cyber. Et donc, c'est pour ça qu'ils cherchent une nouvelle norme. Donc, alors la première norme qui a été mise en œuvre, c'est la norme FIDO, alors ça va être un petit peu technique, FIDO U2F, comme Universal Second Factor universel, et c'est celle en fait qu'on utilise déjà tout à chacun tous les jours, puisque quand on se connecte à des sites, et ben maintenant souvent on nous envoie, en plus de rentrer nos identifiants, on nous envoie un code SMS sur notre mobile, ou une application mobile type bancaire nous demande de confirmer effectivement cette connexion, et ça nous permettra de nous connecter au site. Donc ça, c'est vraiment la norme U2F qui a été mise en œuvre déjà, et qui permet déjà de sécuriser du fait que même si vous faites voler vos identifiants, vous n'aurez pas on ne pourra pas se connecter au site à votre insu. Sauf que là, je suis quand même toujours dans la configuration où j'ai besoin d'un mot de passe.
Exactement. Donc là, vous avez toujours créé un compte, vous avez créé un mot de passe qui est sauvegardé côté du site, et c'est là où intervient FIDO2, donc qui est finalement l'évolution du EF. Et FIDO2, en fait, elle a été travaillée avec le W3C, avec la norme du W3C, WebOTN et la norme CTAP de FIDO. Et là, justement, le but, c'est de complètement se passer du mot de passe. Donc là, l'idée, c'est que l'utilisateur, il va se connecter à un service et il va utiliser soit la reconnaissance faciale de son mobile, soit l'empreinte digitale, ou alors, et c'est là où on arrive, des clés aussi USB de type YubiKeys de Yubico, qui a participé d'ailleurs activement à ces protocoles, qui permettent de s'authentifier via en fait des clés publiques, des clés privées, enfin des mécanismes. Mais là, il n'y a plus de mots de passe qui sont sauvegardés côté serveur. Et l'annonce, alors là, ça c'était plutôt intéressant, mais ce n'était pas encore vu à grande échelle. Mais l'annonce intéressante, c'est en mai 2022 par Microsoft, Google et Apple, qui ont dit qu'ils allaient intégrer cette norme dans les navigateurs. Donc là, c'est la connexion de tous les jours, dans les navigateurs pour permettre aux applications et aux sites web d'intégrer en fait cette chose. Et là, on a le mobile comme identifiant finalement qui servira et non plus à créer des mots de passe. Donc, plus de mots de passe demain quand vous vous connecterez à des sites et le mobile comme outil de connexion ou une clé effectivement USB. Alors, on a eu pas mal de débats aussi sur cette question d'authentification par reconnaissance faciale ou empreinte digitale. Est-ce que ça vous semble, vous, Hervé, la solution idéale alors ? Alors, c'est certainement la meilleure solution en termes de sécurité, hein, parce qu'avec cette méthode, il n'y a plus de mot de passe sauvegardé côté site. Donc, même si le site se fait voler des données, les gens ne pourront plus accéder aux données des utilisateurs, même si aujourd'hui, les sites quand même chiffrent la plupart du temps les mots de passe. Mais bon, ça reste des problèmes. Mais il y a quand même un certain nombre de questions qui demeurent. C'est-à-dire que je pense que c'est une très bonne solution et il faut l'adopter. Mais il y a des questions. En premier lieu, sans aller trop dans les détails techniques, cette norme, elle repose sur la notion de clé. Clés de chiffrement, à la fois des clés publiques pour chiffrer et clés privées pour déchiffrer. Et justement, cette norme, ce qu'elle dit, c'est que normalement, la clé chiffrée, elle ne doit jamais sortir du device de l'utilisateur, de l'équipement de l'utilisateur. Donc, c'est là où il y a soit une clé USB, soit sur son PC ou son mobile. Donc, ça doit rester chez lui et ça ne doit jamais transiter pour la protection. Or, dans la norme qui est prise par Apple, Google et Microsoft dans le cadre des navigateurs, et bien dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que les clés privées vont être sauvegardées dans le cloud de ces trois grandes sociétés. Et donc là, alors c'est sûr, tout ça c'est chiffré, ils protègent, mais enfin voilà, il faut faire confiance là. De plus, en plus, ça va être, comme je vous l'ai dit, ça va être lié au mobile. Et aujourd'hui, le mobile, c'est quoi ? C'est Android et iOS. Et la norme, elle a été faite pour ces deux standards. Donc, si demain, il y avait un nouveau système d'exploitation, ça ne serait pas forcément intégré tout de suite. Donc là, c'est quand même un univers aujourd'hui qui est à la fois fermé. Donc là, on aimerait un peu plus d'ouverture, puisqu'il repose sur les grands acteurs du monde et pas potentiellement sur tout le monde. Un autre problème aussi, c'est que ça requiert aujourd'hui un certain nombre de compétences techniques importantes pour les intégrer, ces normes, parce que on ne clique pas sur un bouton et c'est fait. Donc aujourd'hui, c'est seulement les grandes entreprises qui peuvent le faire et pas on va dire, les nombreux sites web et tous les petits sites de e-commerce qui, eux, n'ont pas les développeurs pour intégrer ça. Donc, il va falloir aller vers plus de simplification au niveau de cette norme. Ouais, pour que ça ne reste pas une solution de GAFAM. Juste, je voulais voir une réaction en plateau, là, parce que je vous vois sourire en écoutant Hervé Lejouan sur cette question. Ça pose plein de questions. Ça répond beaucoup de choses, effectivement. Puis, du coup, effectivement, on se pose d'autres questions. On se demande, effectivement, du coup, si jamais il faut tout mettre sur le cloud, est-ce que c'est vraiment... est-ce que regrouper tous ces moyens d'identification, c'est plus sécurisé, finalement ? Oui. Et ça, c'est un spécialiste du cloud gaming qui nous dit ça. Ouais. C'est vrai que la physicalité pose aussi un souci quand il y a plusieurs utilisateurs sur un même ordinateur. Comment ça se passe sur la gestion des passwords ? Parce que vous allez être complètement touché par ces décisions, puisqu'on se connecte à vos jeux via le navigateur. C'est ça. Ouais. Hervé, un mot de conclusion ?
Oui, je crois quand même qu'il faut voir qu'aujourd'hui, les entreprises, elles commencent à résoudre ce problème. Et là, on vient dans le B2B et pas dans le B2C, en ayant les clés, justement. Et là, ça résout le problème de l'utilisateur plusieurs utilisateurs sur un poste, puisque chacun a une clé qui lui est personnelle, une clé physique, USB. Et donc, on voit bien et c'est le mobile aussi qui sera personnel. Donc, c'est le mobile qui est personnel. Donc, je pense on va arriver au fait de pouvoir sécuriser proprement tout ça, mais ça va prendre un peu de temps pour arriver à la fois à simplifier et à rendre cela accessible à tout le monde. Merci beaucoup Hervé Lejouan, fondateur d'Advisory. À suivre dans Smart Tech, on s'intéresse au web. Mais où va-t-il ? C'est une rediffusion que je vous propose avec cette histoire, ce conte contemporain de deux personnes qui se sont rencontrées et qui se marièrent dans le métavers. Et si vous vous disiez oui dans le métavers, pour certains couples, le plus beau jour de leur vie n'aura pas lieu dans la vraie vie, mais bien dans l'univers virtuel du métavers. Il faut bien le dire, depuis quelques semaines, il se présente comme un nouveau moyen d'organiser des événements, des réunions professionnelles, des salons, des concerts et maintenant des mariages. Mais alors, pourquoi se marier dans le métavers ? Eh bien déjà, on peut inviter le nombre de personnes que l'on veut. Plus besoin de se limiter pour des questions de budget ou des restrictions sanitaires. C'est d'ailleurs pour cela que ce couple d'Indiens l'a fait. Résultat, plus de 2000 personnes étaient présentes à leur réception virtuelle. Autre avantage, le métavers peut aussi être l'occasion de se lâcher sur la décoration. Ce même couple voulait faire la fête à Poudlard, la célèbre école des sorciers dans Harry Potter. Et bien là aussi, il l'a fait. Mais alors, une question importante se pose. Un mariage dans le métavers est-il légal ? Cette fois-ci, c'est un couple d'Américains qui s'est uni cette année par les liens du mariage dans le métavers. La cérémonie a eu lieu sur Decentraland. Et pour s'assurer de la légalité de leur mariage, les mariés ont fait appel au cabinet d'avocats Rose Law Group. La cérémonie a là encore réuni plus de 2000 invités virtuels et s'est déroulée en présence du juge de la Cour suprême de l'Arizona. Pour l'occasion, le cabinet d'avocats a mis en place un cadre de métamariage avec un accord prénuptial virtuel. L'objectif ici, confirmer les identités virtuelles et les actifs numériques du couple sur la blockchain. Bon, il faut tout de même noter que la cérémonie a été perturbée par de nombreux problèmes techniques. En effet, les serveurs de Decentraland ont été mis à mal par le nombre important d'invités. On a aussi vu l'avatar du marié rester figé dans l'allée le menant à l'hôtel. Et celui de la mariée n'est tout simplement pas apparu aux yeux de certains invités. On finira enfin par rappeler que le couple était déjà marié dans la vraie vie depuis 14 ans déjà. Et ouais, un sujet passionnant. Merci beaucoup. C'était Smart Tech. Merci de votre fidélité devant cette émission quotidienne. Merci aussi à mes invités qui sont restés pendant toute l'émission. Benjamin Devienne, cofondateur de Jam, et Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.